Et c'est à l'initiative de l'UNIS du Grand Paris que ce cercle a vu le jour, au moment où nous avions un besoin majoré d'échanger au sein de la communauté immobilière sur ce qui se passait, sur les moyens de continuer l'activité, mais aussi sur les besoins de faire évoluer en urgence un certain nombre de textes, c'est-à-dire au tout début de cette période étrange qu'on a vécue, le confinement. Nous nous sommes aperçus que cette soif d'information ne s'éteignait pas avec la fin du confinement et ce cercle désormais est installé comme une institution, alors d'une fréquence hebdomadaire de réunions qui était la sienne pendant ces 2 mois particuliers, on passe à une fréquence mensuelle et en tant que de besoin, mais avec toujours cette préoccupation de coller à l'actualité des acteurs de l'immobilier. Acteurs, ce sont bien sûr les professionnels, ce sont aussi les associations, les consommateurs, les utilisateurs, et tout ça avec l'idée que les pouvoirs publics, qui comptent beaucoup dans l'univers de l'immobilier et du logement, la décision publique a un poids particulier, se trouvent éclairés aussi par nos débats. Voilà ce qu'est ce cercle des managers d'immobilier qui, pour la 9e fois, se réunit. Le thème qui nous rassemble, il a été choisi il y a déjà plusieurs semaines. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son actualité est peut-être plus vive que nous l'aurions imaginé. Nous allons nous demander, s'agissant de la transition énergétique des logements, comment on peut passer des incantations. Alors voilà, on a voulu provoquer, bien évidemment. J'ajoute que dans nos débats, on ne veut pas de tabou, on veut une très grande franchise. Donc, comment on peut passer des incantations de la convention citoyenne à la réalité économique qui concerne les propriétaires, bien sûr, propriétaires et copropriétaires, selon leur type d'habitat. Pourquoi une actualité renforcée? Tout simplement parce que ce sont aussi les résultats des élections municipales qui sont venus confirmer la préoccupation plus forte que jamais de la population que la transition énergétique soit mise au cœur de l'action publique, mais aussi de la vie des entreprises. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans l'actualité. Et cette actualité, dernier épisode, elle a encore été renforcée par la nomination, il y a quelques heures, d'un nouveau gouvernement qui prend acte dans sa composition, dans son organisation, également de cette vague verte, je ne sais pas comment il faut dire, de cette préoccupation majorée pour la transition énergétique, la rénovation énergétique, avec, on le rappellera, je pense que tous les participants sont désormais au courant, non seulement la nomination d'une ministre déléguée au logement, la personne d'Emmanuelle Wargon, mais également son rattachement direct à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui, dans l'organigramme gouvernemental, vient en deuxième position, donc on va dire dans les ministères lourds. On aurait peut-être appelé ça des ministères d'État il y a quelques années. Donc, voilà, un message extrêmement fort qui est aussi donné avec la nomination de ce gouvernement. Voilà, je n'ai plus à démontrer que ce que nous allons nous dire aujourd'hui est de première importance et sans doute aussi pour les décisions à venir de la part du gouvernement ou proposées au Parlement. Je voudrais passer la parole. Alors, je ne sais pas si elle est avec nous, avec l'une des 3 représentantes de la puissance invitante, hein, l'UNIS du Grand Paris, à l'origine, encore une fois, de ce cercle, Émilie Jousset, elle en est la présidente, et à sa suite, pour le cas où elle ne serait pas encore avec nous, parce qu'elle avait des problèmes de connexion, à ces 2 présidents délégués que sont Benjamin Darmouni et François Emmanuel, pour qu'ils nous accueillent à leur manière. Bonjour à tous, très heureux évidemment de cette 9e conférence. Des sujets d'actualité, l'avantage c'est que dans nos professions on n'en manque pas. Et aujourd'hui, ce sujet va nous préoccuper, je pense, pendant quelques mois, voire plus. La Convention citoyenne, évidemment,
tous les métiers de l'immobilier sont volontaires et ont envie très clairement de transformer les bâtiments que nous gérons. La transition énergétique est l'une de nos priorités. On n'a pas attendu la Convention citoyenne pour faire évoluer nos bâtiments et pour qu'ils deviennent moins énergivores. On a effectivement beaucoup fait. Il nous reste encore beaucoup à faire. Mais très clairement, aujourd'hui, on est confronté à une question de moyens. On a évoqué ces derniers temps un plan de relance dans l'immobilier. C'est quelque chose qui, voyant la crise arriver de plus en plus, nous préoccupe. Eh bien, je crois que c'est un peu la même chose. Les ambitions sont très importantes dans cette convention, mais il va falloir faire preuve de réalisme parce qu'en période de crise, les particuliers ont beaucoup moins de moyens à investir dans leur maison, dans leurs appartements, dans leur copropriété. Et donc, c'est en ce sens que nous avons voulu pouvoir débattre tous ensemble pour savoir si tout cela était réaliste ou si c'était malheureusement qu'un effet d'annonce. Alors évidemment, notre ministère est attaché à la ministre de l'écologie. Donc évidemment, tout ça va dans ce sens-là. Je ne suis pas certain qu'on puisse réduire nos métiers, et le logement et l'immobilier en général à la transition énergétique, parce que ce serait oublier un pan très important de nos professions. Mais je suis très heureux que nous puissions débattre tous ensemble sur ce sujet aujourd'hui. François-Emmanuel, un petit mot et ensuite je présenterai avec plaisir nos débatteurs. Oui, le cercle des managers de l'immobilier a été créé justement pour dépasser tout clivage, pour avoir des intervenants de tous horizons. Il n'en demeure pas moins que le Nice, d'une façon générale, est très en avant sur ces sujets. Tout au Salon de la copropriété, chaque année, il est décerné un prix de la rénovation énergétique. Et systématiquement, c'est un adhérent de l'UNIS qui est en fait honoré de ce prix. Et plus particulièrement, une année, la société Sabimo avait un beau projet et Sabimo qui est présidée désormais par la présidente de l'UNIS. Donc, nous en sommes ravis. Elle est très investie sur ces sujets et je suis sûr qu'elle sera le relais très efficace de toutes les propositions du plan bâtiment durable dont nous sommes signataires. Et nous serons avec grand plaisir aux côtés de Maître Pelletier pour activer cela auprès de nos adhérents. C'est ambitieux, mais on sait relever ces défis. Et je pense qu'on saura avoir la pédagogie nécessaire vis-à-vis de nos clients pour avancer sur ces sujets dont ils ont tout à bénéficier. Je rappelle souvent cette problématique qui tient aux 3 sanctions. Un habitat dont la performance énergétique est médiocre, eh bien, à la fois vous vivez dans des conditions qui ne sont pas agréables, dans un inconfort qui est certain. Ensuite, vous avez nécessairement des charges qui sont élevées et en plus, vous aurez des difficultés à pouvoir vendre votre bien. Donc, nous sommes partisans qu'il n'y ait pas de punition qui soit attachée aux mutations de ces lots, mais bien au contraire, des aides qui soient à la fois technologiques, puisqu'en fait, on peut tout à fait avoir un soutien qui soit externe par des ingénieurs, par des architectes, mais aussi des soutiens financiers, comme ces belles opérations ont pu avoir lieu, celles auxquelles nous décernons un prix, et donc chaque année au Salon de la copropriété. Voilà, donc j'ai hâte d'entendre tous les experts qui sont autour de cette table et que l'UNIS a grand plaisir à convier. Merci beaucoup François-Emmanuel. Bon, Lydie nous rejoindra quand elle le pourra. Il m'a dit qu'elle n'était pas encore avec nous. Alors, je vais présenter ceux qui vont débattre avec un mea culpa tout de suite. Et je suis très sérieux. Vous savez que la parité doit être recherchée aussi dans la composition des débatteurs de table ronde. Alors, on a été très mauvais puisque il n'y aura avec nous que des hommes. Et j'espère au moins que Émilie nous rejoindra. Mais pour le reste, tous nos débatteurs sont des hommes. On est moins bon que Jean Castex dans la composition de son gouvernement. Et tout particulièrement, on l'a dit, pour les 2 responsables qui nous concernent, ce sont 2 femmes. Voilà. Allez, par ordre alphabétique. Geoffrey Davrinche. Geoffrey, je t'accueille avec beaucoup de plaisir. Tu es le directeur grand compte du groupe Axéo.
Peut-être en une phrase le métier d'Axéo, et puis tu nous salues avec courtoisie, comme le feront les autres débatteurs avant qu'on entre dans le vif du sujet. Déjà, bonsoir. Je vous salue en effet avec courtoisie. Merci de l'invitation. Donc, le groupe Axieo, c'est un groupe qui représente 220 salariés au national, 18 agences. Et pour le métier qui nous concerne aujourd'hui, on est spécialisé dans les travaux de rénovation énergétique. On touche aussi le métier de l'amiante, de l'ascenseur et de l'accessibilité handicapée. Et notre objectif, c'est de faire des études les plus pertinentes qui soient, de manière à ce que les préconisations qui soient apportées aux copropriétés soient les plus précises et que, in fine, les travaux réalisés soient conformes et apportent les réels bénéfices qui étaient évoqués par monsieur Borel tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en effet, Axieo, un pionnier de cette activité et dans toute la France, avec un lien très fort avec les professionnels de l'administration de biens et de la transaction. Alain David est avec nous. Alors, c'est un grand plaisir parce que Alain est un spécialiste reconnu du marché de l'immobilier. On l'a connu au service d'une grande enseigne très très proche des professionnels, c'était le Crédit Foncier. Il est aujourd'hui dans la grande maison BPCE, le patron de l'activité de crédit immobilier, et à ce titre, bien sûr, le financement de tout ce qui concerne l'immobilier, ce sont aussi des travaux et la rénovation énergétique. C'est aujourd'hui sa préoccupation majeure. Bonjour Alain. Alain. On te voit, tu es un peu figé. Est-ce que tu nous entends? Alain. Bon, ça va peut-être s'arranger. Je vais pas attendre pour ne pas différer. Allez, on passe à Pierre Otus. Pierre Otus est le délégué général de l'Union nationale de la propriété immobilière. Il est avec nous, on le voit bien et je pense qu'on va bien l'entendre aussi. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Donc effectivement, je suis le délégué général de l'UNPI qui représente depuis plus de 120 ans, 130 ans, 1893, la constitution de notre fédération, les propriétaires occupants, copropriétaires, mais principalement des propriétaires bailleurs, investisseurs. Et au-delà de défendre les propriétaires, on défend un concept, une idée qui est la propriété privée, qui pour nous est un gage de liberté et qui permet à tout à chacun de vivre et de se sentir libre et indépendant. Donc voilà, on a une activité sur tout le territoire avec une centaine de délégations, de chambres de propriétaires qui sont partout sur tout le territoire avec un maillage très fort, une granularité, comme on entend souvent, qui est très importante et ça nous permet d'avoir des retours terrain très significatifs. Merci beaucoup Pierre. Mais de liberté, on parlera tout à l'heure, de liberté, mais aussi de contraintes, d'obligations et de moyens de remplir l'obligation. Voilà, ça a été dit par Benjamin ou François-Emmanuel. José de Jean-Mathéo est avec nous. Alors, José, d'abord, il a déjà été avec nous. Ça tourne à l'habitude. L'étude juridique, je crois que ça commence avec deux interventions. Alors, José est le patron des activités de services, transactions, administration de biens, de Procivis Immobilier. On va peut-être plutôt citer la marque commerciale qui a une forte notoriété, c'est Immo de France. C'est pas vraiment à ce titre-là que tu es avec nous, José, c'est parce que Procivis, tu nous en diras deux mots tout à l'heure, a lancé un laboratoire d'idées, un think tank qui s'appelle Procivis Lab, et que ce laboratoire a reçu un mandat très récemment. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas reçu, je pense qu'il se serait saisi de notre question du jour, c'est-à-dire comment on fait pour passer de la volonté à la réalité pour des propriétaires. Et c'est toute la question du financement et des outils de la transition énergétique. Donc, c'est à ce titre et comme animateur du Procivis Lab que nous t'avons invité. Merci à tous et merci de cette invitation. C'est vrai que depuis maintenant 2 ans, on a créé ce think tank, 3 ans. Un think tank qui est la vocation autour du réseau Immo de France, autour de Procivis, autour des valeurs de cette structure qui a
100 ans maintenant, et qui a toujours été en synergie avec les politiques publiques de l'habitat, de réfléchir et de travailler, pas réfléchir et travailler en intra, mais plutôt de s'ouvrir. Donc, le secteur est composé à parité égale, de personnalités de l'immobilier, du marché de l'immobilier, des acteurs de l'immobilier, Henri Buzicazo en fait partie, mais aussi Carole Benitez, que certains connaissent, des experts comptables, des avocats, Bernard Ritchie, et aussi des gens qui viennent d'activités liées aux consommateurs ou liées au l'accompagnement des copropriétés les plus difficiles. José, moi, je ne t'entends pas très très bien. Ça craque un peu. Je pense que c'est pareil pour les autres. Peut-être que tu… Voilà. Là, je ne t'entends plus du tout. D'accord, là, c'est mieux. Voilà, c'est bien. Parfait, c'est bon. Très bien. Je vous disais que voilà, c'est des personnalités de plusieurs horizons, des gens de Solia, des gens qui étaient à l'ARC avant. Donc, toutes les orientations sont représentées et nous réfléchissons effectivement aux différentes thématiques. Là, nous avons été saisis sur la problématique du plan de relance et la réduction de la consommation de carbone du bâtiment, donc la transition écologique. Comment nourrir les deux sur ce problème de l'emploi. Merci beaucoup. On a avec nous, s'il nous a rejoint, Franck Morin. Alors, Franck Morin, il est le directeur commercial d'un leader de la construction de maisons individuelles, mais pas seulement de la construction, on en parlera avec lui, mais aussi de leur évolution, de leur rénovation. C'est Maison Phoenix dans le groupe Geoxia et pour la région Occitanie, qui est une grande région d'élection de l'habitat individuel. Voilà, alors sa présence avec nous est majeure parce qu'on parle beaucoup de copropriété. José de Juan vient de le faire, Geoffrey l'a dit aussi, mais l'habitat individuel n'est pas moins concerné par cette volonté de mettre aux normes les logements et par cette difficulté aussi de parvenir à la décision des propriétaires individuels. Donc, on va aussi parler de maisons individuelles avec Franck Morin. Franck, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour, Ben bonsoir voilà. à tous. Oui, Henri, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Bonjour à tous, pour une première pour moi. Heureux d'être avec vous, heureux de débattre d'un sujet qui est fort intéressant et qui est aujourd'hui plus que d'actualité, de par la nomination d'une nouvelle ministre et des nouvelles orientations, donc des interrogations qu'on pouvait avoir hier et qui prendront peut-être un nouvel essor demain et qui pourront nous aider. Donc effectivement, pour le groupe Geoxia dont fait partie Maison Phoenix, on a une branche de rénovation qui s'appelle Phoenix Évolution et Evolutive Habitat. C'est deux branches distinctes mais qui permettent de faire de la rénovation de l'habitat aujourd'hui, orientée uniquement sur de la maison individuelle, dont les difficultés sont nombreuses parce qu'aujourd'hui on est confronté à particulièrement des soucis de mise en œuvre, des soucis de financement, des soucis d'accession et de résultats qui sont demandés et qui parfois ne sont pas forcément atteignables dans les moyens qu'on nous donne. Et ça crée une particularité, en tout cas une difficulté. Et aujourd'hui, voilà, on va débattre de l'ensemble de ces points-là qui, à mon sens, sont majeurs, puisque tout à l'heure, M. Borrell le disait, des gens qui ont triple peine et qui, du coup, sur la revente de biens, peuvent se retrouver dans des difficultés tout simplement par le biais d'un bien qui n'est plus aujourd'hui dans les normes, on va le nommer comme ça, dans les labels, et qui ne permettent pas justement à ces gens-là de pouvoir se loger de manière aujourd'hui décente, j'ai envie de dire, dans un confort en tout cas décent et qui correspond aux standards de 2020. Merci beaucoup, Franck. Alors voilà, vous avez tous, à votre manière, prononcé un certain nombre de mots qui vont être cardinaux dans notre débat. Là, Franck vient de parler de valorisation, de dévalorisation des biens. C'est naturellement un sujet. On a parlé de réduction de la facture énergétique, on a parlé de confort d'habitation. De tout ça, on va parler avec le dernier par ordre alphabétique, à qui je demandais de se présenter. Je ne sais pas si c'est utile. Il est connu de tout le monde, Philippe Pelletier. Il est avec nous comme président du plan bâtiment durable, qui s'est appelé à son origine,
il le présidait déjà, le plan bâtiment Grenelle. Il va peut-être pouvoir en une phrase, Philippe, nous dire ce qu'est cette institution particulière qui avait été voulue par Jean-Louis Borloo et sa logique. Et puis j'ajoute que Philippe Pelletier vient de recevoir aussi une mission sur la cité de demain. Et voilà, on va aussi parler de prospective. Bref, à tous les titres possibles, il devait être notre invité. Et lorsqu'il sera présenté, c'est avec lui que je vais attaquer le débat. Merci Henri. Bonsoir à toutes et à tous. J'anime donc le plan bâtiment durable qui, en deux phrases, d'une part, est un réseau de l'ensemble des acteurs des métiers du bâtiment et de l'immobilier qui œuvrent autour de cet objectif des bâtiments durables, et d'autre part constitue une sorte de passerelle originale entre la sphère publique et la sphère privée, faire en sorte que la puissance publique, les pouvoirs publics dans leur diversité soient informés de ce que, appelons cela la société civile, pense, comment elle réagit, ce qu'elle espère, les rythmes qu'elle souhaite, et à l'inverse, faire en sorte que la société civile puisse rapidement partager les projets portés par les pouvoirs publics. Cette passerelle est donc à double sens et elle est nourrie par le réseau que j'ai évoqué tout à l'heure. Très bien. Alors, c'est très naturellement avec toi, Philippe, que je vais commencer. D'abord parce que on a voulu un titre provocateur en parlant d'incantation. C'est un peu méchant. Une incantation, c'est quelque chose le plus souvent qu'on souhaite, mais qui n'aboutit pas, qui n'arrive pas à s'inscrire dans le réel. Et aujourd'hui, et plus encore depuis quelques heures, on parle de faire aboutir une politique avec succès de transition énergétique. Tu es bien placé pour savoir si dans le résidentiel, on a de l'avance ou du retard. En tout cas, il faut faire. Bon. Et on voit qu'il y a beaucoup de scepticisme. Ça a été dit tout à l'heure par les professionnels. Comment va-t-on arriver à tout cela? Cette question se pose au cœur d'une crise économique plus dure qu'on n'a jamais connue. Ça majeure encore la difficulté. Je t'ai entendu dire que les objectifs qui avaient été désignés par la Convention citoyenne pour le climat, qui ont été repris par le président de la République, à l'exception de 3 propositions, elles ont été reprises, et notamment pour l'habitat, que ces ambitions n'étaient pas excessives. Je ne t'ai pas entendu te joindre aux voix qui disaient que justement on était dans le délire ou dans l'incantation. Alors voilà, première question, ton regard sur ces échéances, ces exigences, aussi sur un sujet sur lequel tu t'es prononcé de longue date, c'est le triptyque entre allez, on va inciter, puis ensuite on va aider, puis ensuite on va obliger et sanctionner. Voilà, et le ministre sortant, Julien Denormandie, avait trouvé que oui, on était déjà à l'heure de la sanction et qu'il fallait en arriver là. C'est pas l'avis de tout le monde. Je n'anticipe pas sur ce que pourrait nous dire Pierre Otus, mais il a parlé de liberté tout à l'heure. Je le vois venir. Voilà, donc ton regard sur les aspirations du moment, l'expression de ces aspirations et la faisabilité, parce que le plan bâtiment, c'est le réel, tu l'as dit, c'est les professionnels pour en arriver à réussir. Alors, une remarque liminaire et 4 éléments de réponse à ta question. La remarque liminaire, arrêtons ce mot facile de l'incantation qui ne traduit en rien la situation. Je rappelle que l'incantation tient au vocabulaire de la magie ou du chamanisme et désigne des paroles magiques qui sont faites pour aider à transgresser les lois de la réalité. C'est vraiment pas ça. On est, comme François-Emmanuel Borel l'a très bien exprimé tout à l'heure en quelques mots, on est dans une réalité, la vraie vie, qui est faite, comme toute vie, de contradictions, de force dans un sens, de tensions dans l'autre, et c'est cela, le réel, qu'il nous faut arriver ensemble
à ajuster au mieux à l'état d'une société à son moment donné. Donc, on n'est pas dans l'incantation, on est bien dans la réalité, et cette réalité, elle est compliquée à maîtriser. Alors, mes trois observations après l'incantation qui reste, la convention citoyenne, euh, la crise et le couple incitation-obligation, pour répondre aux éléments que j'ai cru déceler dans ta question. La convention citoyenne. Euh, je n'ai aucun avis sur l'opportunité de réunir une assemblée tirée au sort, euh, sauf à rappeler que la démocratie grecque est née comme cela. Le tirage au sort était la clé de fonctionnement de cette démocratie. Donc je m'insurge simplement contre ceux qui disent que tirer au sort des gens, c'est le contraire de la démocratie. Non, c'est manquer d'un minimum de données historiques pour dire cela. En revanche, dans les propositions qu'ils ont faites, je veux attirer votre attention sur le fait que le tirage au sort a conduit à ce que on réunisse 150 personnes dont la puissance écologique était extraordinairement diverse. J'ai eu la chance de passer une matinée complète en tête-à-tête avec les 30 personnes du groupe Se Loger, c'est-à-dire ceux qui ont fabriqué les propositions qui concernent notre secteur. Il y avait dedans euh, une représentation de la société française qui permettait de dire que je n'étais pas, ça n'avait rien à voir avec un meeting d'Europe Écologie Les Verts. J'avais des gens extraordinairement divers, des retraités qui ne pensaient qu'au lendemain, et puis quelques jeunes qui étaient plus allants vers la réforme, et des chefs d'entreprise, enfin bon, la diversité de la société. Donc cette assemblée a accouché de propositions euh, que je, à part une seule, que je n'ai pas trouvé être extrêmement novatrice par rapport à ce qui est déjà dans notre secteur. La plupart des propositions se calent sur les échéances à 2050, l'objectif BBC, l'objectif bas carbone. Elles reprennent ce que la loi énergie-climat a décidé à l'objectif 2028, qui est que sortira du parc locatif les logements très énergivores. La Convention citoyenne a ajouté 2 ans à cet objectif déjà fixé par la loi. Et donc, assoupli, pardon Philippe, donc a assoupli cette deux, échéance. 2 ans, ils ont mis 2030 et ça, hein 2028. Et D'accord, super. le seul point sur lequel la Convention citoyenne fait un pari, c'est l'objectif 2024, en disant qu'il ne sera plus possible qu'une mutation en 2024 s'opère sans un engagement de transformation des biens très énergivores. Et là, c'est un pari qui ne fonctionne que si, dans les 4 ans qui nous séparent de cette échéance 2024, on est capable de mettre en avant les puissants moyens de la collectivité pour sortir ces logements énergivores de leur situation et faire en sorte que la mutation ne soit pas empêchée. Voilà. Empêcher les mutations serait une, une grande imprudence, puisque ça conduirait à laisser des biens dans leur état d'insalubrité ou de consommation énergivore excessive. Progressivement, ils ne trouveraient plus d'occupants, on augmenterait le parc des logements vacants, la valeur de ces biens continuerait à chuter, etc., etc. C'est une perspective qu'il ne faut pas faire. Donc, hormis ce point sur lequel je dis c'est très ambitieux, la date de 2024, et ça suppose des moyens puissants dès cette année. Pour le reste, j'ai trouvé plutôt une confortation du mouvement général. Deuxième observation, la crise. Au risque de vous surprendre, je trouve dans la crise quelques ferments de nature à nous inciter à la fois accélérer le pas et amplifier l'action. Premier sujet, nous avons collectivement pris conscience
de l'importance de la santé. Au moins, nous ne l'exprimions pas collectivement de la même façon. Et sans qu'il soit nécessaire de le développer ici, il y a un lien intime entre la qualité sanitaire de la population et la qualité des logements qu'elle occupe et plus généralement la qualité environnementale du territoire. Juste un exemple que les Anglais cultivent depuis longtemps. La lutte contre la précarité énergétique en Grande-Bretagne se mène à travers le prisme de la santé, là où en France elle se mène à travers le prisme de l'économie. En Grande-Bretagne, il est considéré que habiter un logement très énergivore suscite des pathologies du bâtiment qui entraînent des pathologies des occupants et une altération de la santé de ceux-ci, et que tout argent mis dans la rénovation des bâtiments emporte un allègement de la facture santé publique du pays. Donc la santé est un premier point. Deuxième point, nous avons pris conscience, ou du moins constaté, un renforcement de nos fragilités sociales, de nos fragilités économiques. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de voir dans les grandes villes où on distribuait des repas, quelle était la population qui allait ramasser des repas gratuits. Ce n'est pas du tout la population dont nous avons l'image en pensant aux gens de la rue. C'est une population beaucoup plus que je qualifierais d'éduquée, simplement qui a perdu les dizaines d'euros qui permettaient d'équilibrer chaque mois leur budget, s'est trouvé avec l'obligation de nourrir les enfants qui étaient pris en charge à la cantine à 1 euro et qu'il fallait nourrir en dépensant davantage, et qui ont vu leur situation budgétaire exploser. Une fragilité constante qui nous conduit à travailler davantage pour augmenter ce qu'on appelle le reste à vivre, et donc essayer de limiter toutes les charges indues, notamment des consommations d'énergie, que nous gaspillons faute d'avoir pris des mesures. Le troisième point, c'est ce tropisme nouveau que la crise va peut-être susciter à l'égard des maisons individuelles. Vous connaissez l'importance en France des maisons individuelles, 17 millions de maisons individuelles à usage de résidence principale sur un parc de 30 millions, ce qui fait de notre pays une situation assez exceptionnelle. Et on a vu deux phénomènes se croiser. D'une part, des personnes âgées qui occupaient ces maisons individuelles et qui se préparaient à rejoindre des résidences collectives pour y terminer leurs vieux jours, avoir une fichue envie de rester dans leurs maisons individuelles. Et on peut gager que les 10 000 places d'EHPAD qui sont vides pour cause de décès peineront à retrouver rapidement une occupation. Le deuxième phénomène est inverse, ce sont des jeunes ménages, pas seulement des bobos, qui ont compris qu'un autre équilibre de vie pouvait se nouer, notamment en raison du télétravail, et que peut-être habiter dans le secteur périurbain, occuper une maison individuelle, pouvait être un mode de vie, et ça va nous conduire à travailler sur les maisons individuelles qui sont le premier lieu de consommation d'énergie excessive, parce qu'elles ont été construites à une époque où l'énergie ne comptait pas et que leur isolation est faible, et parce que, à surface égale, une maison individuelle consomme ordinairement le double d'un appartement. Et on a donc là un ensemble de phénomènes qui me font dire que le sujet qui nous rassemble ce soir va être un sujet probablement qu'il va être nécessaire dont il va être nécessaire d'accélérer le traitement. Pour ça, je vois, et je vais peut-être m'arrêter après cette observation pour lancer la discussion, je vois 3 leviers possibles. Un premier levier qui est d'ordre institutionnel. On a compris au moment de la crise que finalement le tandem entre un État stratège, régulateur, et des collectivités ordinatrices des mesures prises par l'État, ça fonctionnait plutôt bien. Et moi, je gage qu'on a là les atouts pour qu'une phase de décentralisation supérieure
permettre aux collectivités territoriales de diriger près du terrain, près des gens, les actions dont on a besoin avec une efficacité accrue. Le deuxième élément, c'est le numérique qui n'a pas encore envahi complètement nos activités. Nous avons découvert la capacité de notre société à se laisser dominer rapidement par le numérique qui a envahi les relations personnelles, les relations familiales et les relations professionnelles de façon, à mon sens, extraordinairement spectaculaire. Le moment est venu de voir comment on va pouvoir, à travers cet outil, fabriquer des gains de productivité dans notre filière immobilière. Et puis le dernier point, c'est le besoin d'innovation. Beaucoup de gens qui se contentaient d'habiter leur logement pour y dormir ont découvert que leur logement était difficile à vivre à pleine journée avec le groupe familial au complet et qu'un besoin d'innovation de l'espace, d'adaptation de l'espace aux situations va monter, va être croissant. Et je crois là aussi que si on met ça bout à bout, on a quelques atouts, quelques incitations d'une part, quelques atouts d'autre part, pour accélérer et amplifier le sujet de la transition qui a été défini comme énergétique. Alors le mot est déjà meilleur que celui qu'emploie le président de la République qui dit thermique. La thermie se contente de s'occuper de l'isolation, ce qui est un peu court. L'énergie englobe la production d'énergie et de chaleur, ce qui est déjà mieux. Le vrai mot qui devrait être le nôtre, c'est environnemental, c'est-à-dire à la fois les relations entre le logement et l'espace urbain qui l'entoure, les relations entre le bâtiment et les mobilités, les relations avec la biodiversité, avec un certain nombre de sujets qui me paraissent mieux adaptés. Mais ce n'est que de la terminologie, ce n'est pas d'une grande importance. Donc, oui, la crise est un facteur, non pas de frein, mais d'accélération et d'amplification de l'action. Reste le couple incitation-obligation, où je le traite tout de suite, ou je le renvoie à plus tard. Non, traite-le tout de suite parce que juste Alors après, je le dis je vais demander à Pierre Otus de réagir. alors Je suis sûr que ça va lui servir de tremplin. Je le dis d'une phrase. Chacun sait que j'ai toujours défendu l'incitation en considérant que notre société n'était pas arrivée à une acculturation suffisante pour pouvoir recevoir une obligation. Et devant la pression politique qui s'est manifestée au cours de ces 10 dernières années, une première brèche a été ouverte dans l'obligation, c'est ce qu'on appelle banalement le décret tertiaire, obligation de rénovation du parc public et privé tertiaire, mais avec des échéances prudentes, 2030, 2040, 2050. Le deuxième élément obligatoire qui est apparu, c'est cette idée que je trouve saine, qui a été en réalité fabriquée par une conjonction entre les associations de protection de l'environnement et la Fédération du bâtiment. Les deux pilotes étaient Jacques Chanu, alors vice-président de la Fédération du bâtiment, et Raphaël Claustre, alors président du CLER, le Centre de liaison des énergies renouvelables, qui ont inventé cette idée que lorsqu'on fait des gros travaux, il faut les faire bien et donc embarquer la performance énergétique. Et moi, j'ai veillé à ce qu'on y mette des quantités de filets, de garde-fous, de prudence, notamment la soutenabilité de la dépense de travaux et sa faisabilité, évidemment. Et puis, on arrive à un troisième point dont vous remarquerez qu'elle n'a pas été proposée ni par le plan bâtiment durable, ni par le gouvernement, mais qu'elle est née d'une volonté parlementaire exprimée au cours du débat de la loi énergie-climat, c'est cette obligation à l'échéance 2028 de ne plus pouvoir mettre en location des logements très énergivores. Je n'étais pas favorable de cela, même s'il y a un précédent heureux de cela, c'est le précédent anglais du Green Deal qui a conduit avec un objectif à 10 ans à l'égard des logements énergivores
accompagner de puissantes incitations à permettre l'éradication de ce parc de façon que l'objectif de la contrainte ne soit qu'un simple épouvantail obligeant à l'action. Il faut, cela ne peut être compris que si on décide vite, dès le PLF 2021, d'une profonde aide apportée aux bailleurs privés pour leur permettre, dans cet espace de temps, de sauver les, je ne sais pas ce que Pierre dira, mais les 30% à peu près du parc locatif privé qui serait énergivore. Si c'est 30%, c'est près de 2 millions de logements. L'enjeu est évidemment considérable et il n'est pas concevable que cette obligation soit vécue sans une profonde incitation préalable. Faut-il aller plus loin et obliger à la rénovation de manière large? Je vous ai dit que, à part ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la transaction, la Convention citoyenne ne proposait pas d'aller plus loin. Et nous ne le proposons pas parce que ce ne sont pas les remontées que nous avons. Nous pensons d'ailleurs, et je termine là-dessus, qu'il est tout à fait important que l'on ait un œil attentif à la qualité de l'offre de services des métiers du bâtiment et de l'immobilier pour vérifier s'ils sont en mesure de répondre à une demande massive de rénovation qui se présenterait. Alors je pense que les métiers de l'immobilier sont prêts à accueillir cela. Euh, je crois que les métiers du bâtiment ont encore un gros effort à faire pour être prêts partout sur le territoire français à pouvoir répondre par une offre de services pertinente aux besoins de rénovation. Donc, Parfait. la massification, elle est en large part déterminée par la qualité de l'offre de services que l'on met en face d'elle. Merci beaucoup, Philippe. Alors, j'intercale, il a demandé la parole, ça, vous pouvez tous le faire, et après je décide si je vous donne la parole ou pas. Geoffrey Davrinche, qui voulait dire un mot, ensuite c'est Pierre qui va rebondir. Geoffrey a demandé la parole. Oui, c'était juste, je suis totalement en phase avec Monsieur Pelletier. Il y a juste un petit point, c'est je rajouterais un élément, on a dit l'énergétique, la thermique, et ça on englobe ça dans l'environnement. Je suis d'accord à 100%, mais il y a la notion aussi d'usage du bâtiment, des interlocuteurs qu'il y a dedans, et aujourd'hui on est en totale opposition sur les réglementations thermiques qui sont attenantes, soit à l'existant, sur la RT 2012, et sur la RT 2005, sur l'existant, et la RT 2012 sur la construction. Donc ça veut dire que même dans les bâtiments qu'on construit, qui sortent de terre et aujourd'hui qui ont une destination résidentielle, on ne prend pas en compte l'usage de ces bâtiments. Donc les erreurs, entre guillemets, qu'on commet à travers les modes de calcul et les notions réglementaires attenant à ces constructions, eh ben, on va les reproduire in fine dans un second temps. Merci beaucoup. Pierre Otus. Tiens, Pierre, d'ailleurs, parce que des questions me parviennent, soit dans vos interventions, vous y répondez par anticipation et parfois c'est à venir. On nous demande, Philippe Pelletier a parlé de logement énergivore, hein, c'est un générique. Les obligations qui sont devant nous, Pierre, tu vas pouvoir les repréciser. Elle porte sur quel type de logement, quel degré de manque de vertu énergétique? Est-ce que c'est le même pour le bâti collectif ou pour les maisons individuelles? Voilà, qui vise-t-on, hein, avec les fameuses lettres du DPE? Et puis ensuite, il y a des questions aussi sur les aides. Patientez un petit peu. Alain David en particulier va prendre la parole tout à l'heure. Pierre Otus, réaction à ce qui se prépare, au regard que porte Philippe Pelletier sur voilà, le bien fondé de ces exigences, et sur le chemin qui doit être parcouru pour en arriver là. Alors, effectivement, il y a un objectif qui est extrêmement ambitieux. On parlait tout à l'heure de 2028. La Convention citoyenne semble y rajouter 2 ans, ce qui me ravit, parce que en réalité, cet objectif 2028, qui est dans la loi, inscrit dans la loi aujourd'hui, visant à éradiquer ce qui équivaut aux lettres F et G du diagnostic de performance énergétique,
qui d'ailleurs aujourd'hui n'est pas tout à fait encore finalisé dans sa fiabilisation, sans parler de son caractère opposable, sur lequel on peut discuter, mais je n'y vois pas un grand intérêt si ce n'est à créer du contentieux. Cet objectif 2028, ça n'est pas une course de fond ni un marathon, mais c'est plutôt un 10 km, voire un sprint. C'est pour ça que d'avoir 2 ans de plus, ce ne serait pas négligeable. D'une part, dans la capacité, ce que disait Philippe Pelletier à l'instant, sur le monde du bâtiment à pouvoir répondre à une demande massive si demain il s'avérait dans un miracle absolu et génial que tout le monde fasse des travaux et des travaux de rénovation énergétique. Est-ce que cette demande pourrait être pourvue? Il y a aussi tout le cycle et la rapidité que les copropriétés, leur capacité que les copropriétés ont à voter des travaux sur des projets qui parfois mettent 2, 3, 4 ans à naître entre le moment où on réussit à expliquer aux copropriétaires, à faire la pédagogie nécessaire, à faire le montage financier du projet, etc., etc. Donc ça peut prendre aussi du temps. Et donc, effectivement, 2028, c'est très court. Dans l'absolu, lorsque la Convention citoyenne nous dit qu'il faut isoler tout le bâti, toutes les maisons, tous les appartements, tous les immeubles, je ne vois pas. Il y a eu une question de savoir s'il y a un référendum qui devait être fait. Je peux donner d'ores et déjà le résultat. Absolument tout le monde serait favorable à cela. D'une part, moins de consommation énergétique, c'est autant de pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français. Et puis, par ailleurs, il y a aussi la vertu écologique qui va derrière, puisque les gens aujourd'hui ont de plus en plus conscience de l'impact carbone des consommations du logement et dans la vie de tous les jours sur tout un tas d'autres sujets industriels, que ce soit dans l'aviation, etc., etc. Et la santé aussi, hein, l'argument de la santé que nos voisins anglais, Philippe le disait, ont mis en avant. Il y a effectivement la question de la santé et au-delà des consommations énergétiques réelles dans le logement, elles sont intimement liées. Pour avoir habité dans une passoire, et j'aime pas ce terme de passoire, mais il faut bien le dire, parfois les logements sont des passoires énergétiques, des logements très consommateurs en énergie parce qu'ils ne sont plus adaptés. Effectivement, on a tendance à mettre plus chaud dans un logement énergivore, alors même qu'il fait suffisamment chaud, mais c'est le ressenti. C'est un peu comme quand il fait très chaud pendant la canicule, il y a la température ressentie dans les logements et le taux d'humidité, etc., etc., donc qui est très lié au caractère de santé et d'usage du logement qui fait qu'on consomme davantage d'énergie par le chauffage de son logement en hiver, mais c'est aussi le cas en été quand il fait très chaud, dans l'isolation, d'avoir un peu de fraîcheur dans ces logements. Je voudrais parler très rapidement d'une étude qui a été faite en partenariat avec l'ANIL, entre l'UNPI et l'ANIL et d'autres, sur la question des travaux. Nous, on alerte depuis de très nombreuses années, via notre observatoire clameur notamment, mais avec les retours qu'on a du terrain, de la capacité et de la volonté qu'ont les propriétaires bailleurs, là je parle uniquement des propriétaires bailleurs, à faire des travaux entre chaque mise en location, entre les travaux à la relocation. Ça s'est absolument effondré. Et cette question de l'investissement dans les travaux de rénovation énergétique, thermique, est évidemment intimement liée à cette capacité à faire des travaux et de la confiance qu'ont les investisseurs, qui sont des bailleurs, les bailleurs sont des investisseurs, à améliorer, à entretenir le patrimoine, à le pérenniser pour le transmettre ensuite entre les générations ou les revendre dans le cas de mutation. Ça, c'est très, très frappant puisque les travaux à la relocation ont chuté de 35% à 13% en 10 ans, entre 2009 et 2019, ce qui est un indicateur assez terrible de paupérisation. C'est la proportion, Pierre, juste pour qu'on comprenne, c'est la proportion de bailleurs lors d'une rotation qui engagent ou qui n'engagent pas les travaux. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, au-delà de la capacité à voter des travaux dans les AG de copropriété pour le bâti général, la qualité des logements intrinsèques est en chute, notamment due au fait que les bailleurs ont moins de marge de manœuvre pour investir dans leur logement, dans les travaux, ont plus de craintes quant à l'avenir, ne comprennent pas nécessairement tous les dispositifs. C'est une population qui est vieillissante, sans dire ça de manière péjorative, mais qui n'est pas dans le même état d'esprit qu'un investisseur qui a 30 ou 40 ou 50 ans. Quand on a une moyenne des bailleurs qui est entre 65 et 75 ans, on n'est pas dans le même dynamisme, dans la même volonté de faire des travaux, et notamment des travaux de rénovation énergétique. Les 3 facteurs qui ont été relevés par cette étude de l'ANIL, faite avec l'UNPI, c'est numéro 1, c'est les problèmes de financement.
C'est une question centrale. Est-ce qu'on a la capacité financière et de trésorerie à financer des travaux et être dans un investissement lucratif? Un investisseur n'est pas pétri uniquement de vertu. Deuxièmement, c'est la connaissance des aides. La deuxième chose qui ressort de cette étude, c'est la capacité à connaître les aides. Donc là, c'est tout le travail de pédagogie, d'information, de montage des dossiers, etc. Et puis enfin, la complexité des aides. Je vais prendre un exemple simple. L'année dernière, on s'est tous tiré les cheveux dans tous les sens avec la transformation du CITE en prime. Cette réforme qui était une idée formidable, de se dire on va donner la trésorerie tout de suite aux propriétaires, et là on est sur les propriétaires occupants, tout de suite plutôt qu'un crédit d'impôt qui arrive plus tard, était une idée formidable. Sauf qu'elle s'est transformée en une économie budgétaire, puisqu'on a réduit l'envergure de l'enveloppe allouée à cela, et en plus on a fait un distinguo sur les déciles avec une progression de cette transformation d'un crédit en prime. Rien qu'en l'expliquant maintenant, je pense que je commence à perdre du monde. C'est-à-dire que quand on veut faire une aide simple, les gens s'en saisissent. Quand on entend certains acteurs dire « toutes les aides à la rénovation énergétique pendant un temps donné sera TVA à 5,5%. » Ça, c'est lisible, c'est clair, dans le temps, c'est inscrit, on sait combien de temps on peut bénéficier de ça et c'est un booster pour relancer les travaux. En revanche, quand on fait quelque chose de complexe, par exemple avec le conventionnement de l'ANA avec travaux, avec performance énergétique embarquée, on perd beaucoup de monde, si bien qu'aujourd'hui, les propriétaires bailleurs n'accèdent pas déjà, dans un certain nombre de cas, aux aides de l'ANA, et en plus, n'y vont plus parce que c'est bien trop complexe, bien trop lisible, et ça change tout le temps. On va y revenir avec Alain et sans doute avec José aussi. C'est cet impératif de simplicité, de lisibilité des aides. C'est un grand sujet, en effet, oui. Et donc, Pierre, je ne vais pas t'interrompre. Tu démontrais les difficultés. Alors, il y avait… Alors, je reviens sur cette notion de marathon, puisque l'objectif à 10 ans, même 2028, effectivement, aujourd'hui, cet objectif s'est intensifié et une opportunité a été créée avec cette crise sanitaire qui demande aujourd'hui des plans de relance. Et donc, il y a des investissements publics de la collectivité qui vont arriver et qu'il faut mettre en place pour relancer la machine économique de notre pays. Et la rénovation énergétique du bâti est un élément majeur, central pour cette relance. Il y a dans cette relance la volonté d'aider les ménages. Je pense que c'est important pour les propriétaires occupants, mais aussi il faut absolument inclure les propriétaires bailleurs et sortir toute condition de décile, de revenus ou même de loyers dans les logements qui sont mis en location. Je pense que pour atteindre cet objectif extrêmement ambitieux de 2028 ou 2030, peu importe, il faut un effet blast et arroser un maximum tous les gens qui sont motivés, qui ont besoin d'un élément déclencheur, qui ont besoin d'un élément financier supplémentaire pour s'engager, pour voter des travaux en copropriété, que ce soit l'accès à une prime pour les propriétaires bailleurs, quelles que soient les conditions de revenus du locataire, les conditions de ressources du propriétaire investisseur, et pendant une période donnée. Et à la fin, s'il y a des contraintes, s'il y a éventuellement des malus avec une clarté parfaite dans cet objectif à 10 ans, il est plus acceptable, et j'entendais l'exemple britannique exposé par Philippe Pelletier tout à l'heure, effectivement, alors déjà ils n'étaient pas tout à fait dans la même situation que nous, mais ils avaient des règles très claires en se disant à tel horizon, on va interdire à la vente et à la location les logements classés équivalents F et G, mais en attendant, on met le paquet, c'est une politique d'investissement public qui a des répercussions sanitaires, ce n'est pas que d'un jeu de subvention, mais bel et bien un investissement de la nation pour l'ensemble de nos concitoyens. Parfait. Benjamin a demandé la parole, je lui donne volontiers, ensuite Franck Morin, et on va accélérer un petit peu parce que je ne voudrais pas que les derniers intervenants, pour une première intervention, soient privés de leur démonstration. Benjamin. Juste un petit mot pour compléter ce que disait Pierre. Le ralentissement des investissements des bailleurs dans les travaux a été dû aussi au facteur de l'encadrement des loyers à Paris et à Lille. Quand on baisse la rentabilité des bailleurs, ils font moins de travaux. Donc, automatiquement, ils investissent moins dans le logement
Et donc, ça peut expliquer aussi la baisse des investissements. La deuxième chose, n'oublions pas que le prélèvement à la source a réduit très clairement l'investissement des bailleurs dans les travaux. Je rappellerai que pendant 2 ans, ils ont vu leurs investissements dans les travaux déductibles que de 50%. Ce qui fait qu'effectivement, ça a complètement ralenti l'activité. On l'a vu dans les copropriétés sur des ravalements qui ont été effectivement décalés simplement de 2 ans, mais aussi pour les bailleurs, ça a eu un effet de renoncement pour eux. On en a même vu certains laisser des logements vides en attendant tranquillement 2020. Merci beaucoup. Alors, Franck, on a évoqué la maison individuelle, Philippe Pelletier l'a fait, en ayant un regard panoramique sur les patrimoines, les types de patrimoine concernés par les obligations. On pourrait penser quand une entreprise comme Geoxia, Maison Phoenix, crée des filiales spécialisées dans l'évolution, la rénovation énergétique des maisons, que ces obligations ne peuvent que vous réjouir. Voilà, et qu'il va y avoir un flux. Ça rejoint d'ailleurs la question qu'évoquaient plusieurs intervenants de la capacité de l'appareil de production aussi à faire. Alors, quelle est ta réaction à ces obligations qui se profilent? Alors, obligations avec le séquencement qu'on a évoqué, incitation, accompagnement, mais aussi sans doute sanctions à un moment donné. Une échéance qui est rapprochée pour les maisons individuelles, on l'a dit, de 2024, c'est demain, pour un très large patrimoine, 17 millions de maisons. Elles ne sont pas toutes en situation énergétique grave, mais la plupart sans doute le sont. Voilà, l'appréciation du leader de la construction de maisons individuelles, mais qui aussi a produit au cours de des dizaines d'années avant nous un très gros patrimoine à remettre aux normes aujourd'hui. Est-ce que c'est réaliste avec des ménages? Voilà, la clientèle de Geoxia, ce sont une clientèle populaire, ce sont les ménages français, pour certains modestes, sans moyens considérables. Où est le réalisme dans tout ça? Comment on va faire? Majoritairement, comme tu le disais Henri, on est aujourd'hui sur un niveau de clientèle qui est sur de l'habitat neuf, sur la construction neuve, sur du primo-accédant. Et les gens qui aujourd'hui possèdent nos maisons, il faut juste rappeler que Geoxia et l'historique de Maison Phoenix, c'est 1946. Donc c'est près de 300 000 logements qui ont été créés par l'entreprise. Dont aujourd'hui on se retrouve à une échéance. Alors Pierre disait tout à l'heure, on parlait d'un sprint, je pense que nous la dernière ligne droite est entamée, on est à 3 ans et demi de terminer et de pouvoir être dans les règles. Encore une fois, c'est une histoire d'accompagnement et de moyens. Quelle est la capacité aujourd'hui à proposer à l'ensemble de ces ménages de pouvoir avoir des bouquets énergétiques qui sont tous plus ou moins clairs et précis dans leur valorisation, tous plus ou moins clairs et précis dans leur manière de pouvoir amener à un diagnostic de performance énergétique qui leur permette de rentrer dans la norme de demain pour pouvoir accéder potentiellement à une vente ou bien évidemment à de la mise en location ou tout simplement à maintenir un bailleur avec des gens à l'intérieur d'un logement qu'il peut posséder. Tous ces éléments-là sont... Une précision, j'ai lu dans les préconisations de la Convention citoyenne pour le climat que les maisons qui sont en dessous de la lettre B dans le DPE, voilà, donc ça fait une très grande part du parc, seraient visées par l'obligation. C'est quoi? C'est l'essentiel du parc créé, par exemple, sur les 300 000 maisons en Geoxia. C'est toutes les maisons qui ont été construites avant la réglementation thermique 2012. Voilà. Il faut juste rappeler que la réglementation thermique 2012 en janvier 2013, donc ça veut dire qu'on est juste avec 7 ans. Faut juste rappeler que depuis 7 ans uniquement, avec 120 000 maisons construites par an, 130 en moyenne, 130 000, répondent à cette obligation. Eh bien, tout le parc qui est avant ne rentre pas, puisqu'on a une obligation de résultat depuis cette date-là, et avant c'était une obligation de moyens sur les RT 2005, non contrôlée d'ailleurs. Donc jusque-là, aujourd'hui, donc des maisons qui sont très récentes, parce que 2005… Participants, on a des spécialistes qui suivent nos travaux. Ils sont près de 200, je le dis aux débatteurs qui nous écoutent. 77% du parc, me dit quelqu'un, je ne sais pas si c'est un collaborateur de Geoxia. En tout cas, voilà, c'est précis. 77% du parc tomberait sous le coup de cette obligation.
Et la problématique qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, notre capacité à pouvoir mettre en œuvre ces travaux, premièrement, de les contrôler, d'être sûr qu'aujourd'hui on répond bien à ces normes, puisque demain la sanction tombera. Alors est-ce qu'elle tombera pour le particulier? Est-ce qu'elle tombera pour les entreprises qui seront dans l'incapacité de pouvoir Ouais. réussir à mettre aux normes? Je pense que ce sera commun. Mais tout ça crée de la difficulté et crée aussi de l'inquiétude auprès du parc et des gens que l'on consulte, puisque aujourd'hui ils se précipitent sur différents éléments et les aides sont peu claires. Tout à l'heure, Pierre le disait, de manière assez simple, les gens sont perdus à la troisième ligne de l'explication. Et au-delà de ça, les plafonds de revenus sont aujourd'hui très bas. Donc il y a tout un tas de bailleurs aujourd'hui qui ont des niveaux de revenus qui dépassent ces plafonds et qui sont dans l'incapacité d'avoir l'envie, premièrement, et puis la capacité financière d'assumer tout seul la mise aux normes du parc énergétique. D'accord. Sur la capacité de l'appareil de production, demain, imaginons que des centaines de milliers d'anciens acquéreurs de Geoxia ou de tes confrères, hein, parce que je pense que les filiales de Geoxia peuvent faire évoluer des maisons d'autres marques, viennent chez vous et chez vos confrères. Je crois que vous êtes quelques-uns à avoir aujourd'hui cette capacité de faire, mais pas tous. Est-ce que vous avez les moyens de faire rapidement, dans les 3 ans qui viennent, cette mise aux normes d'un parc considérable, allez, Non. 13, 14 ou 15 millions de maisons? Non, il faut être très clair. Aujourd'hui, je pense que premièrement, on manque d'entreprises qualifiées là-dessus. Nous, en interne, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et vu le volume qu'il y a à gérer, c'est quelque chose qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir entrer là-dessus. Alors pour le parc dont parlait Pierre, 2 ans de plus, enfin ils vont bénéficier de 2 ans de plus, enfin, en espérant que ce soit fait pour gagner ce temps-là. On est dans l'incapacité d'arriver à 2024 comme ça. Aujourd'hui, D'accord. l'appareil de production n'est pas du tout mis en œuvre. Alors oui, effectivement, on traverse la crise Covid et qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être un ralentissement qui se fait à ce moment-là, en espérant que ça puisse repartir de manière extrêmement forte. On le voit dans le neuf, hein, il y a un nombre de contacts qui sont vraiment très impressionnants depuis le mois de juin, qui sont revenus dans nos agences pour la construction. Dans la rénovation, ça revient, mais ça ne revient pas au même niveau. Sont des éléments qui sont aujourd'hui assez perturbants sur notre capacité à pouvoir remettre le parc en état d'ici 3 ans et demi. Pour ne rien se cacher, est-ce qu'il y a une partie du parc, je pense aux plus anciennes maisons produites par exemple par ton groupe, pour laquelle la rénovation énergétique n'est pas rationnelle? Un chiffre que j'ai vu passer, mais je trouve qu'il en dit long, allez, une maison individuelle quelque part en Occitanie ou en Bretagne, hein, c'est deux régions qui aiment la maison individuelle entre toutes, va se revendre 70, 80, 90 000 euros. On parle de 30 ou 40 000 euros de travaux nécessaires pour une remise aux normes pour les plus anciennes maisons. Est-ce qu'on est quelquefois sur des équations qui vont être intenables? On est sur des paniers qui peuvent même parfois être même supérieurs à 30 ou 40 000 euros, hein, et sur des biens qui ont cette valeur-là. Clairement, le côté, enfin, la rationalisation des travaux n'est, à mon sens, pas quelque chose d'utile, mais peut-être que effectivement, c'est là créer du nouveau logement. Il faut remettre les gens dans un contexte qui soit quand même suffisamment raisonnable, puisque quand on a la valeur d'un bien et on a besoin d'investir plus de 50% pour C'est ça. pouvoir correspondre aux normes, les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à faire ce gap-là. Surtout pour des D'accord. biens souvent qui ont été amortis il y a 15, 20, 30 ans pour certains, avec un niveau des populations qui sont assez âgées, qui eux ne voient pas forcément l'intérêt immédiat en tout cas. Pourtant il y a un aspect santé souvent qui les concerne de manière assez claire, mais ils ne sont pas du tout prêts justement à passer ce cap-là au vu du coût à investir. Sans avoir d'ailleurs, tout à l'heure Pierre voulait fâcher personne en parlant de diagnostic de performance énergétique qui parfois ne permettent pas de pouvoir avoir la certitude d'être dans une réalité en termes de consommation demain. Il faut être clair, il faut vraiment du contrôle de manière très précise pour être sûr qu'on soit Je ferai réagir dans la Geoffrey tout à réponse de la l'heure, norme. c'est le spécialiste de l'étape, je le ferai réagir sur les outils existants, hein, bien sûr, d'appréciation. Merci beaucoup, Franck. Je vais revenir vers toi. Alain David, merci de ta patience. Idem pour Geoffrey et pour José. Alors, Alain, BPCE est un établissement qui non seulement finance puissamment l'accession à la propriété ou l'investissement, mais se préoccupe aussi de la rénovation énergétique. Alors, je crois même que tu as pris l'initiative, on parlait du Procivis Lab, mais d'une réflexion sur ces sujets-là,
en vue sans doute de créer des outils et de prendre le relais aussi d'aide publique. On les a beaucoup évoqués. Il y a des questions d'ailleurs, tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que l'éco-PTZ va être conduit? Bon, qu'est-ce qui existe comme outil public? On a critiqué la complexité, le manque de lisibilité. Est-ce que c'est ton avis? Quelle est la place de l'offre privée de ton établissement ou de tes confrères? Est-ce qu'on peut résoudre cette quadrature du cercle entre une désolvabilisation des ménages, on vient d'en parler, et les plus modestes d'entre eux, mais tous les autres ont aussi subi l'impact de la crise ou le subiront, et puis ces impératifs sur lesquels on tombe d'accord aujourd'hui de remettre à niveau, de mettre à niveau le parc. Bon, bonsoir. Je n'ai pas réussi à me présenter tout à l'heure. J'espère que là, vous m'entendez correctement. Oui, c'est bon. C'est le cas. Super. J'ai changé d'endroit, de réseau. Je pense que, pardon, mais je vais rajouter un peu de complexité qui n'est pas forcément simple. C'est que on rentre dans une période qui est un peu compliquée en termes de financement. Donc, comme tu le disais, Henri, on finance des volumes très importants. Sur le marché, on a fait 57 milliards de crédits immobiliers l'année dernière. On a dû faire, je parle du crédit à la consommation aussi, parce que par exemple, je sais qu'on finance par exemple des travaux de copropriété à travers du crédit à la consommation. On a dû faire de l'ordre de 13 milliards. Donc, c'est des sommes importantes qui sont faites par les banques populaires, les caisses d'épargne, au plus près des territoires, au plus près des professionnels que vous êtes. On voit qu'à l'heure actuelle, l'activité repart plutôt bien. C'est ce que disaient certains intervenants à cette sortie de confinement, à une vitesse qu'on n'aurait pas cru possible dans nos premières estimations. Maintenant, il y a quelque chose qui pèse sur le financement, c'est ces fameuses recommandations du Haut Conseil à la sécurité financière. Et ils viennent de réaffirmer que les banques devaient être attentives au niveau d'endettement des clients et aux durées des prêts. Donc ça va s'imposer à nous. On était dans une phase d'observation jusque-là. Ils ont réaffirmé il y a quelques jours cette nécessité. Ils sont, comment dire, et c'est légitime, vigilants sur le bilan des banques et la capacité des banques quelque part à avoir des encours qui soient sains et qui, dans une période un peu mouvementée, se maintiennent la route pour l'ensemble des emprunteurs. Aujourd'hui, de façon claire, on ne voit pas de problématique sur le risque, on n'a pas vu ça, mais on sait aussi que les mesures qui ont été prises font que ça ne va pas apparaître tout de suite. Quelque part, on se dit que est-ce que la reprise des marchés va tenir? Et je pense qu'à la rentrée, dans les échanges que j'ai eus, tu l'évoquais avec beaucoup de professionnels, on va commencer à sentir un peu, est-ce qu'on avait une phase d'euphorie et ça retombe? Comment ça retombe? Qu'est-ce qui se passe pour nous, banques, en termes de risque? Qu'est-ce qu'on voit arriver vraiment? Ces consignes du Haut Conseil de la sécurité financière font peser les risques sur deux populations un peu très différentes. La primo-accession, parce que ce sont ceux qui ont les niveaux d'endettement, et aussi le locatif. Alors, ça peut paraître étonnant, mais souvent, quand on a des investisseurs et que le niveau de revenus résiduels de reste à vivre était important, dépasser un petit peu les 30% ne posait pas problème, les 33%. Donc du coup, je pense que ça, c'est un vrai sujet au-delà de ce que vous dites, qui risque de peser sur la capacité des banques à intervenir et à faire face à ces problématiques que vous évoquiez, est-ce que moi, ménage modeste, j'ai 40 000 € de rénovation de mon logement, est-ce que je peux me les financer? Et là, je pense qu'on rentre dans une période où c'est un peu plus complexe demain qu'aujourd'hui dans la vision du banquier. Donc, je pense que c'est important qu'on les mette en tête. On est en train de travailler sur ces sujets-là. Nous, on a par exemple, je vais citer juste un produit, je vais pas la possibilité de faire des prêts avec des mensualités progressives, ça existe. Ça, c'est une manière de sortir un peu de cette problématique-là. Donc, il faudra sans doute ensemble regarder cette façon de faire. On a lancé, comme vous tous, j'imagine, une réflexion très forte sur l'ensemble de nos offres, de nos parcours de distribution pour tenir compte de ce qui changeait dans le monde d'aujourd'hui. On sait que ça va être très, très différent. On est déjà pour partie dans ce monde de demain que beaucoup ont décrit. Et donc, on a lancé un chantier très important sur toutes les problématiques environnementales. Et donc, on va réfléchir sur des modalités de distribution, sur des modalités d'accompagnement des clients, sur des modalités de financement qui seront également différentes.
Je vous donne juste une idée comme ça. Quand je vous entendais là, pour moi, il y a un moment qui pourrait être clé en termes de financement qu'il faut accompagner différemment, sans doute. C'est sans doute au moment de la transaction. Si je suis vendeur, est-ce que je ne pourrais pas financer les travaux avant d'avoir vendu, par exemple? On peut les financer au moment de l'achat, mais peut-être qu'on pourrait imaginer. Donc, on est en train de travailler sur des modalités de financement de cette nature-là. Ce qui est clair, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les mesures existantes. Je pense il y a nécessité, je pense, d'avoir un plan de relance et à l'automne, on devrait le ressentir. Je pense qu'il faut prendre l'ensemble des outils existants. Et quelqu'un parlait de blast tout à l'heure, sans doute élargir et faire le plus simple possible. Quand j'entendais cette personne dire qu'il fallait faire simple pour les clients, je vous promets qu'on a un problème dans les réseaux bancaires, c'est que pour nos conseillers qui rencontrent chaque client, il faut aussi que ce soit simple. Bien sûr. Si c'est trop complexe, on n'arrive pas à le relayer. Donc, il faut faire quelque chose qui soit vraiment le plus simple possible. Après, pardon, Henri, vas-y. Non, je voulais savoir si tu avais un avis. Alors là, c'est sur les aides publiques. La logique est différente pour une banque comme la tienne, mais sur la condition sociale. C'est-à-dire que Pierre l'a dit tout à l'heure, Pierre Otus, on complique aussi les choses en disant ça va être réservé des ménages modestes avec des plafonds qui vont être placés ici ou là et évoluer. Est-ce que tu penses que ça, c'est un critère qui devrait sauter et qu'on devrait dire, allez, on fait des aides sans conditions sociales, ou en tout cas pour la plupart d'entre elles, on fait sauter ce critère? Comment dire? Je pense qu'il y a sans doute les moyens de faire simple tout en n'aidant pas la totalité des particuliers qui ont des travaux à faire. Personnellement, j'ai un petit dada, je vous le livre, je vais essayer de vous convaincre en peu de secondes. Il y a un prêt qui s'appelle le prêt à l'accession sociale, parce que je pense qu'il va falloir aussi convaincre le banquier. Ce prêt, il est cautionné par un fonds de garantie qui est public, c'est le FGAS, qui fait que la moitié du risque est tamponné par ce fonds. Quelque part, c'est une sorte de PGE, d'accord, de prêt garanti par l'État pour les particuliers qui existent et qui a été fait pour inciter les banquiers à prêter aux gens qui étaient à l'accession sociale, donc les profils les plus modestes. Je pense que ce support-là, en le verdissant un petit peu, en communiquant, en disant que quelque part l'État sécurise une partie du risque, serait un levier qui permettrait, je dirais, de débloquer les choses en termes de financement et donnerait envie à la fois aux clients et aux banquiers. Donc, voilà. Donc, nous, on est prêt à y travailler avec vous. J'y reviendrai tout à l'heure pour entrer dans les détails. Et je pense qu'il y a des pistes de cette nature-là qui pourraient être efficaces. Je t'en prie, après on parlera de copropriété parce que… J'allais proposer d'enchaîner sur la copro, dis-moi. Allez. Non, mais alors, très, très nettement, et tu vas être plus à l'aise que le seraient d'autres de tes confrères, parce qu'il y a tout l'héritage du crédit foncier qui a été repris dans ta grande maison, mais jusqu'à quel point, bref, les prêts collectifs, les fameux prêts collectifs qu'on désigne comme une condition pour qu'il se passe quelque chose en copropriété, aujourd'hui sont très peu distribués, très peu offerts. À ma connaissance, 2 établissements le font encore. On peut bien citer d'ailleurs ton confrère, l'autre c'est Domo Finance. Bon, donc une offre très réduite, c'est un grand sujet. Le ministre sortant, vient de Normandie, je crois, avait poussé les établissements financiers à s'engager sur cette voie. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai vraiment l'impression que sans vous, sans cela, ça ne va pas le faire en copropriété. Bon, donc effectivement, on a transféré l'activité du crédit foncier à la Caisse d'épargne Île-de-France et qui a, après une phase de reprise qui n'était pas forcément simple, correctement repris cette activité-là et qui maintient son offre et qui la pousse sur l'ensemble du territoire. Le marché du financement des copropriétés est un marché relativement petit au vu d'acteurs nationaux, puisqu'on estime que c'est un marché à peu près de l'ordre de 4 milliards. Et donc, la problématique qu'il y a, c'est que les autres acteurs se disent, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'investir dans les chaînes informatiques qui vont bien pour pouvoir faire ces financements, surtout que ce sont des financements qui sont coûteux en temps de traitement, puisque finalement, vous faites un seul financement, mais vous vous retrouvez à gérer des centaines de petits dossiers.
Et du coup, c'est un marché qui est pas évident en termes de rentabilité depuis que le taux de l'usure a vraiment chuté très fort. Donc voilà, je vous donne les dessous des cartes sur ces sujets-là. Donc c'est un vrai, c'est ce qui explique que l'ensemble des autres établissements, donc, tant mieux pour nous, ne se précipitent pas sur ce marché. Donc nous, on tant est mieux pour en vous, mais est-ce train que vous êtes d'y en mesure réfléchir pour voir comment. J'ai pas entendu ta phrase, Henri. Oui, je dis tant mieux pour vous, j'entends bien, mais est-ce que vous êtes en mesure de répondre à toutes les demandes qui se feront jour, j'espère, dans les copropriétés de la France entière? Il y a 670 000 immeubles, ils ne sont peut-être pas tous concernés par des travaux lourds, mais enfin une grande partie d'entre eux. On a besoin de travailler pour pouvoir être en mesure de l'être. Aujourd'hui, ce serait pas le cas dans notre dispositif. Il faut qu'on trouve les moyens d'être plus efficace en termes de distribution et sans doute de digitaliser une partie des processus pour gagner vraiment en productivité. Et au niveau réglementaire, je pense qu'il serait vraiment nécessaire de travailler sur le taux de l'usure pour qu'on y trouve le niveau de rentabilité attendu. Voilà, moi, en conclusion de mon intervention, ce que je voulais dire, c'est qu'on souhaite rester proche de vous, proche des territoires, proche des collectivités locales pour dans cette phase un peu cruciale de l'évolution des marchés, dans un contexte tout de même de crise économique et de tension sur les bilans pour trouver ensemble les meilleures solutions. Très clair. Je donne la parole à Philippe Pelletier qui l'a demandé avant que Geoffrey Davrinche et José n'interviennent. Je voulais faire quelques réponses en écho à ce qu'on a entendu de manière très rapide. Je voudrais vous dissuader de continuer à ferrailler, à mon avis, en vain sur la recherche de simplicité des aides. Le rêve de l'aide unique n'a aucun sens. Les aides sont de plus en plus diversifiées parce qu'elles viennent de sources qui sont de plus en plus différentes. L'importance des aides délivrées par les collectivités territoriales va croissante. Et ça interdit l'idée d'une unicité de l'aide. Et donc, je contourne la difficulté en acceptant qu'il va falloir fonctionner avec un système complexe et divers d'aides, en vous disant que la solution, c'est celle qui se met en place actuellement à très grande vitesse, c'est-à-dire un accompagnement des ménages partout sur le territoire par des conseils indépendants, sur financement pour moitié de l'État, pour moitié des grandes collectivités territoriales, principalement les régions, qui conduit à ce que partout, il y aura quelqu'un qui saura faire le paquet de l'aide correspondante à la situation locale et aux besoins du ménage, et que le ménage n'a pas besoin de comprendre quel est le contenu de l'aide. C'est ma première observation. La deuxième observation sur le débat plafond de ressources, il est extrêmement simple. Quand on a une capacité budgétaire limitée, on a deux solutions. La première solution, c'est le saupoudrage à l'égard de l'ensemble de la société dont l'effet levier est extraordinairement faible. La deuxième solution, c'est la concentration de l'aide sur les plus insolvables, les plus fragiles. C'est le choix qui a été fait. On peut espérer que les besoins du plan de relance nous conduisent à ouvrir la troisième voie qu'on ne pouvait que rêver jusqu'à présent, qui est une aide importante pour un très grand nombre de ménages, quel que soit leur niveau de revenu. Si on entre dans ce jeu-là, alors tout ira bien. Mais de grâce, acceptons que lorsqu'on a un budget contraint, on le concentre sur les plus grandes fragilités. Sur le financement, je dis à Alain David, les états d'âme des confrères de BPCE sont sûrement importants, mais il y a une contrainte de service public à laquelle l'ensemble du circuit bancaire et financier devrait s'astreindre, qui est la distribution rapide et efficace de l'éco-prêt collectif aux copropriétés. Je sais, et Alain a raison de le rappeler,
que c'est compliqué, que c'est lourd, et le Crédit Foncier avait sur ce point une avance notable par rapport aux autres partenaires, on ne pourra espérer transformer les 8 millions de logements en copropriété que si on a à disposition des syndics un éco-prêt qui soit réglementé ou pas réglementé, je m'en fiche, vu les taux d'intérêt actuels, mais un prêt collectif mobilisable par le syndic. Alors, ce que fait BPCE à travers la Caisse d'épargne d'Île-de-France, c'est bien. Euh, euh, Moi, j'ai besoin que partout sur le territoire, il y ait des conseillers bancaires qui soient capables de vendre ce produit, et on en est encore loin. Merci beaucoup, mais on va reconnaître que le BPCE est exemplaire, donc Alain David pourra porter la bonne parole à ses confrères. Allez, on accélère un peu parce que, Geoffrey, je voudrais que tu nous parles, ça a été évoqué, des outils existants pour apprécier la vertu ou le manque de vertu énergétique d'un logement. Il y a eu de longues discussions, puis ces outils ils ont évolué ces 10 dernières années. Où en est-on aujourd'hui? On va vers de nouvelles exigences, me semble-t-il, et un DPE plus sûr. On va aussi vers l'opposabilité. Alors, l'opposabilité, Pierre-Auguste disait, à part créer des contentieux, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas si c'est ton avis. Et puis aussi sur l'ingénierie, ça vient d'être évoqué par Philippe Pelletier, important au service des syndics, au service des propriétaires de maisons individuelles. Cette question de réunir les aides publiques dont on dispose, locales, nationales, identifier l'offre privée et l'information. Hein, Pierre-Auguste nous disait, un frein, c'est le manque d'information. Voilà, donc quelques sujets, quelques minutes, parce que José doit bouillir, et c'est normal. Je vais essayer de le plus concis. Je te remercie, Henri. Alors déjà, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une batterie assez importante d'outils. On parle de l'audit énergétique en copropriété, on parle du DTG, on parle du DPE, et puis après, toutes les structures ont essayé d'imaginer quelque chose d'un peu plus précis, un peu moins précis. Et in fine, pour le copropriétaire ou même le particulier qui a sa maison, c'est extrêmement compliqué de voir où il peut aller s'il investit 1 euro. Et ça, il y a un élément clé, c'est que l'outil de mesure, quel qu'il soit, de l'audit énergétique, au DPE, au DTG ou autre, c'est qu'en fait, cet outil, il est basé sur le calcul de l'économie d'énergie, mais pas une énergie attenant à ce que ça va générer sur la facture d'énergie, mais sur la base qu'on va appeler une énergie primaire qui va se baser sur des calculs de l'ERT 2005 ou de l'ERT 2012 qu'on évoquait. Donc, clairement, l'ERT, c'est la réglementation thermique qui définit les grandes règles de calcul des économies d'énergie. Voilà, je fais un peu large. Donc, en fait, ces outils, ils ne sont pas étalonnés par rapport aux besoins, in fine, de ce qui va se passer si ces travaux sont générés. Ça, c'est le premier sujet. On est en train de l'amorcer. Hein. Tout à l'heure, monsieur Pelletier évoquait le décret tertiaire. Eh bien, le décret tertiaire et les unités de mesure attenant à ce décret tertiaire se positionnent sur l'énergie finale pour mesurer entre la base du calcul et ce qui est in fine réalisé a posteriori avec les travaux et les échéances 2030, 2040, 2050, clairement l'économie qui va être générée. Et ça, c'est vraiment primordial parce que ça va responsabiliser en fait les professionnels de l'immobilier. Quand je dis les professionnels, c'est les bureaux d'études, les architectes, les maîtres d'œuvre de façon générale, parce qu'aujourd'hui, à travers cette énergie primaire, eh ben, ils ont une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Aujourd'hui, le copropriétaire, et ça a été une erreur, parce que tout à l'heure, on parlait de vision macro des aides et autres, le copropriétaire, on lui vendait un audit énergétique. On lui disait, il y a 3 millions de travaux et à l'échelle de la copropriété, vous allez faire 150 000 euros d'économie par an. Mais in fine, pour lui, en tant que copropriétaire, qu'est-ce que ça lui rapporte? En quoi ça va valoriser son bien et en quoi l'aide potentiellement qu'on a évoquée, le CITE, MaPrimeRénov', toutes les aides qui existent aujourd'hui, on n'arrivait pas à les focusser à l'échelle du copropriétaire et de ce que ça va lui apporter. Donc, en fait, on était sur un débat d'idées générales
avec des outils qui n'étaient pas calibrés et des levées financiers qui étaient macro. Et in fine, on ne portait pas le projet de rénovation énergétique à l'échelle de l'habitation dans la copropriété. Voilà. Donc, ces deux points, ils sont vraiment clés. Donc, je pense que demain, les professionnels, et ça, c'est en train d'évoluer, on doit parler de ce que ça va bénéficier en termes de travaux, in fine, par rapport à l'euro investi sur la facture à court, moyen, long terme, premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme impact à l'échelle du particulier de façon générale, comme on peut l'évoquer. Voilà. D'accord. Un mot sur l'opposabilité. Ensuite, je redonnerai la parole à Philippe parce qu'il va nous quitter et je demanderai encore un peu d'indulgence à José de Jean Mathéo. L'opposabilité, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est juste un nid à contentieux ou est-ce que c'est mieux que ça? Alors, pour moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, le DPE, il était très flou, on va se le dire. Hein, imaginons que vous faites passer une société, le DPE ne vous plaît pas, vous faites passer une autre société et il va tomber sur un autre résultat. On a connu ça. Exactement. Donc, clairement, l'opposabilité sur le DPE va être un levier et va porter des responsabilités à l'entreprise qui va réaliser cette préconisation. Et in fine, il va permettre aux locataires potentiels de dire non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec le constat, je suis avec un grille-pain, il n'y a pas d'isolation de la façade, je suis en simple vitrage, ce n'est pas normal que je sois une lettre de C potentiellement sur mon logement. La facture me coûte très cher et j'ai une sensation d'inconfort qui peut engendrer des difficultés en termes de santé. Donc clairement, le fait d'avoir cette notion d'opposabilité, pour répondre clairement à ta question, Henri, moi je pense que c'est une bonne chose parce que ça va responsabiliser. Et je pense que cette course de rapidité qui va être portée attenant à cette convention citoyenne et tous les éléments réglementaires et législatifs qui sont en train de s'amorcer, le cœur du sujet pour que ça réussisse, c'est la responsabilisation des différentes parties. Voilà. Merci beaucoup. Philippe, en un mot, parce que j'ai évoqué tout à l'heure la mission, Philippe Pelletier, que tu viens de recevoir avec Franck Ovorka, qui est le directeur de l'innovation de la Fédération des promoteurs constructeurs. Un petit mot sur cette mission, parce que je crois qu'elle n'est pas tellement éloignée non plus de notre thème. Et ensuite, promis juré, c'est José. On est en plein sur le sujet que l'on traite ici. Il nous est demandé de faire des propositions extrêmement rapides sur la capacité que nous avons collectivement d'accélérer et d'amplifier l'action de rénovation, spécialement en tissu urbain. Et sur ce point, on a lancé un questionnaire auquel 1500 personnes ont déjà répondu, beaucoup de professionnels l'ont fait. On fait des auditions qui nous occupent une partie des journées et on va être en capacité de donner des propositions dans les derniers 10 jours de juillet, puisque c'est ce qui nous est demandé pour nourrir le plan de relance. Il y a deux pistes dès à présent, mais on les a évoquées, mais vous pouvez m'aider en m'aidant à les préciser. Premier sujet, c'est comment est-ce que tout l'écosystème de grands professionnels qui sont investis dans la construction, donc dans le neuf, sont capables de se porter plus massivement et plus résolument sur la rénovation. Comme il a été dit tout à l'heure par l'un des intervenants, ça ne va pas de soi, c'était Franck qui disait ça, ça ne va pas de soi, il y a beaucoup de difficultés, il y a des équilibres économiques qui ne sont pas là. À quelles conditions est-ce que l'ensemble des constructeurs de maisons individuelles pourraient investir massivement le marché de la rénovation des maisons individuelles? À quelles conditions les promoteurs pourraient investir le marché de la rénovation des immeubles en tissu urbain, etc. Et plus généralement, quid des foncières, quid des fonds d'investissement, bon. Ça c'est le premier, et quid des grands du BTP. Il faut qu'on imagine des solutions nouvelles, et quid du recyclage des professionnels de l'aéronautique et de l'automobile qui vont perdre leur emploi. Donc, il y a un tissu aujourd'hui humain à l'œuvre. Ce tissu, il est clairement, on l'a dit, insuffisant pour faire face à une amplification majeure de l'action. Où est-ce qu'on trouve ces forces vives?
Et la deuxième question, c'est celle du tissu lui-même sur lequel on travaille. Jusqu'à présent, on raisonne au logement, en copropriété, on raisonne au bâtiment. Est-ce que c'est la bonne maille pour aller vite et fort? Est-ce qu'il n'y a pas une maille du quartier, comme les opérations programmées d'amélioration de l'habitat l'ont fait pendant des dizaines d'années? Est-ce qu'il n'y a pas à inventer un moyen d'action en levant des contraintes d'urbanisme, en levant des contraintes fiscales pour pouvoir être plus actif sur un patrimoine plus ample dans la densité urbaine? Voilà, deux des idées, il y en a sûrement d'autres, mais j'ai besoin d'avoir vos contributions. Le questionnaire, il circule partout, il est présent sur le site du plan bâtiment durable. Saisissez-vous de ce questionnaire, remplissez-le, donnez-nous vos idées, vos expériences. C'est de ça qu'on va se nourrir pour conduire cette action d'accélération et d'amplification. Et je te remercie, Président. Henri, d'avoir permis d'exprimer cela. Non, c'était précieux. La commande est retenue. Je pense qu'autour de la table virtuelle, il y a des institutions qui pourront s'exprimer et t'éclairer, vous éclairer. Alors, comme on ne me passe rien, on me signale que je n'ai pas dit que Franck Hovorka était aussi le nouveau président des charters surveilleurs en France. Et que d'ailleurs, la RICS que tu présidais juste avant lui. Voilà, autrefois. Comme ça, tout dit. Bravo. Et pardonnez-moi de m'échapper de cette réunion. Je suis candidat à participer à de nouvelles réunions de votre club. Philippe. Merci encore. Alors, José, merci de cette grande patience que tu as eue. On a pris du retard. Allez, tant pis. Vos propos sont assez intéressants pour qu'on ne regarde pas la montre. José, Procivis Lab, on va sus à l'objectif. Quel est l'objectif, tu l'as dit tout à l'heure, de ce think tank? C'est d'alimenter la réflexion publique. Il y a des travaux en cours. Je crois que pas plus tard que ce matin, j'ai séché d'ailleurs, 1000 excuses, puisque je faisais partie du cercle de ceux qui travaillaient avec toi. Je crois qu'il y avait un échange avec le cabinet du ministre, si rien ne l'a contrarié, parce qu'il y a eu des petits changements ces dernières heures. Alors, quelle commande et surtout, quelle proposition aujourd'hui et quelle proposition te semble pouvoir être retenue et séduire le cabinet? On retrouve plein de choses qu'on a dites avec des critères, moins de critères, lisibilité, simplification. Tout ça a été mis dans la marmite. Oui, alors tout à l'heure, désolé, c'était pas très audible, m'a-t-on dit. Donc, ce think tank Procivis Lab, IMO de France, qui est le réseau qui fait qu'un certain nombre de très grands techniciens de notre réseau, très peu, nous ne sommes que 5, participent à ce think tank avec 5 personnalités extérieures, que j'espère vous avez entendu tout à l'heure, et donc tu as rappelé que tu faisais partie. Nous avons, dans un premier temps, travaillé en chambre et puis ensuite partagé. Alors d'abord, évidemment, en répondant au Conseil des ministres, mais ensuite partagé avec les syndicats et les fédérations, les présidents des commissions copropriété de chacun qui nous ont rejoints sur cette réflexion. Alors, Olivier Safar, le sujet, c'est le plan de relance. été associé. Oui, mais Benoît Fauchard, parce que M. Albanese ne pouvait pas être là, nous ont aussi tout à fait. rejoints. Unis, Naïm ont été associés. Nous ne sommes pas dans nous ne sommes pas dans un travail d'introspection, mais plutôt de mise à disposition d'une réflexion au service de la profession et des pouvoirs publics. Alors, le sujet, c'est le plan de relance. Le sujet, c'est les travaux en copropriété qui, cette année, du fait de la situation de crise et de stress, sont reportés, annulés sur les assemblées générales en cours, sur les assemblées générales à venir. On sent la même disposition. Des votes par correspondance qui s'installent, donc chacun dans son espace et non plus dans un mode de discussion, va pouvoir avoir comme première précaution, première intention, le motif de précaution, et donc reporter à plus tard. Et reporter à plus tard, c'est augmenter cette épargne, c'est générer ce problème qu'on a tous en tête, c'est-à-dire une réduction de la consommation de travaux. Une réduction de la consommation de travaux, c'est automatiquement une accélération de la crise économique dans laquelle on risque de rentrer. Notre travail a été de dire comment faire face et comment renverser
cette situation. Et le premier renversement qu'on doit mener à bien, c'est la position psychologique de l'individu face aux travaux qui sont présentés à la prochaine Assemblée générale. Donc la première des choses, c'est, voilà, il y a des travaux qui sont prévus. Eh bien, il faut sauver ce soldat Ryan cette année. Comment sauver le soldat Ryan cette année? Deuxième chose, comment sauver ceux de l'année prochaine, voire enclencher des travaux pour qu'il y ait réellement un engouement à des travaux l'année prochaine. Alors, vous avez dit toute une série de choses sur les aides et je me retrouve beaucoup dans tout ce qui a été dit, donc je ne vais pas reprendre, mais je vais aller plutôt à l'axe dans lequel on a travaillé, ce que tu souhaites. On a dit il faut que l'aide ne soit plus à l'individu. On est bien dans une aide au projet, on est bien dans une aide aux travaux. Il faut les faire, ces travaux, et il faut en embarquer de plus en plus qui intègrent de la rénovation énergétique. Donc, il faut avoir un effet massif, fort, qui entraîne la massification des travaux d'économie d'énergie. Pour ça, on a proposé, et on est sur la réflexion de cette proposition, que 30% de tous les travaux bénéficient d'une aide, à condition qu'on intègre de la rénovation énergétique dans les travaux. C'est-à-dire que s'il y a de la rénovation énergétique dans vos travaux, vous avez un ravalement à faire. Si vous le faites avec de la rénovation énergétique, 30% de ces travaux seront aidés. Il faut un effet d'opportunité. C'est la batterie dans votre voiture. Si vous démarrez, c'est parce que vous avez une batterie qui vous a donné cette énergie. C'est notre rôle là de dire 30% des travaux, quels qu'ils soient, de la rénovation énergétique. De ce fait, on se trouve dans un démarrage, c'est-à-dire qu'on va lancer les travaux qui étaient prévus, mais on va aussi déclencher des envies de réaliser des travaux. Parce que c'est un effet, alors, aubaine n'est pas le bon terme, elle a une durée dans le temps très courte, elle va être de 3 ans. En tout cas, on propose qu'elle soit de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que la décision en copropriété, ce n'est pas 6 mois, voilà, ça peut être 3 ans. Et on va voir qu'ensuite, on propose des accélérateurs de prise de décision à l'Assemblée générale. Parce qu'on ne peut pas être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je crois que c'est Pierre Artus, que ça prend 4, 3, 4, 5. Donc, il faut des délais beaucoup plus courts, des capacités de décision, parce que cet effet d'opportunité doit être perçu et doit être approprié par les individus. Donc, c'est bien une aide au syndicat des copropriétaires, quel que soit leur statut, quelle que soit leur situation, quels que soient leurs revenus. Il s'agit bien de prioriser la relance. On ne priorise pas le social, la rénovation et la relance. Les trois ne génèrent pas quelque chose de lisible. Là, l'objet, c'est la relance, mais avec cette nécessité, et dont on a tous conscience et envie, c'est de réduire la consommation de son bâti. 3 ans, on rajoute volontiers aujourd'hui de dire que s'il y a un plan pluriannuel de travaux dans la copropriété, s'il y a une prise de conscience un peu supra, eh bien, ça pourrait être poussé à 5 ans. Voilà. Ça, c'est un élément important. José, dans dire que ça doit être un élément très déclencheur. On considère que ça peut être la première marche de 2028. Oui, ça peut être cette première marche pour 2028. Est-ce qu'il y a un critère oui, de gain énergétique que alors, c'est un débat. Le Lab propose? Oui, c'est un débat. On est bien là d'en considérer que vous avez prévu des travaux, vous devez faire des travaux, il y a des fissures, il y a une toiture. Chacun de ces postes va représenter, si on le transforme ou si on intègre de la rénovation énergétique, un gain en capacité, enfin en réduction de consommation carbone du bâti. Donc on essaye de coller à ces travaux complémentaires, hein, c'est-à-dire quel est l'effort complémentaire. On ne voudrait pas qu'on soit dans des objectifs irréalisables. Il ne s'agit pas d'emporter sur une rénovation globale. On est bien dans un plan de relance qui fait que les travaux seront sauvés et on pourra y rajouter de la rénovation en même temps. Donc, on voudrait que
ce critère de taux de réduction de consommation de carbone du bâti colle à ces réalités-là. Ça ne sert à rien que ce soit trop long. Ça ne sert à rien que ce soit trop important. Il faut coller à la réalité opérationnelle de ces travaux. Donc, le taux n'est pas fixé, il est en discussion, c'est évident. Alors, on a entendu néanmoins, à titre indicatif, des chiffres volés, 35%. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop compliqué. Voilà, José, sur les critères, même s'ils ne sont pas figés, d'économies réalisées, on a entendu du 35%, j'ai entendu la FNAIM, je crois, dire 25%, on a entendu du 20%. On serait dans ces eaux-là? Oui, alors 35%, ça nous semble trop important. Parce que si on fait l'isolation des murs, les différents spécialistes, l'ANA, l'ADEME, qui ont fait des analyses sur le sujet, en tout cas qui ont repris des critères de ces analyses, avèrent que c'est 20%. Si on refait la toiture en rénovation énergétique, on arrive à 20-25%. Donc, il s'agit de coller à cette réalité. Si on demande aux particuliers de faire un effort complémentaire, c'est déjà un effort complémentaire que de faire de la rénovation. S'il faut dépenser plus, aujourd'hui, il reviendra sur son motif de précaution et il pliera autour de la massification par une aide, quel que soit le copropriétaire, sur le projet et non pas sur des situations particulières. Évidemment, s'il y a des ménages modestes, j'ai entendu tout à l'heure le président Pelletier qui en parlait, s'il y a des ménages modestes, les collectivités vont avoir des aides complémentaires pour accompagner les ménages modestes, bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'il y a ces complexités qu'on dit qu'il faut qu'il y ait une AMO, c'est-à-dire une assistance, un conseil, un accompagnement, comme on l'a entendu, qui accompagne. Ça, c'est le processus sur lequel on discute et qui serait de nature, alors nous disent les professionnels, on le dit nous, la FNAIM, l'UNIS, les uns, les autres le disent, ce serait déclencheur de travaux. Vraiment. Dans les copropriétés, les professionnels pourraient se prendre ça à leur compte. Une question, je voudrais passer sur l'autre versant, qui est l'accélération des processus. Vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, après je te relancerai sur un autre levier. Alors, vous m'entendez bien? Parce que pas très bien. Il faut dire la qualité n'est pas terrible. Là, je suis en 4G, donc c'est con. Alors, on a mis toute une série de réflexions pour réduire les délais dans la prise de décision. Alors, là, c'est par exemple des éléments qui sont plus techniques, mais qui vous montrent que notre réflexion, elle n'est pas seulement de donner des aides, mais aussi de réduire des délais. Par exemple, on souhaiterait que ce soit effectivement le conseil syndical lui-même qui puisse décider de l'audit énergétique. Non pas, aujourd'hui, on est obligé de passer à l'Assemblée générale, puis ensuite d'une année, la prise de décision. Faisons-le directement. Le conseil syndical peut prendre cette décision. En tout cas, on souhaite que la loi leur permette de prendre cette décision avec le syndic. L'audit énergétique peut être mené à bien et peut donc commencer à arriver en Assemblée générale avec l'audit. On souhaite aussi que l'ANA, à partir du moment où le dossier est déposé, puisse donner un accord, sous réserve du PV, mais un accord, un préaccord. Alors ça, Sébastien Wagner nous a dit qu'il y a des procédures techniques qui permettent ça, à l'ANA en tout cas, ce qui veut dire qu'on pourrait arriver à l'AG avec 1. L'audit énergétique, 2. Le mode de financement. J'aimerais tellement qu'Alain David, effectivement, ait une ingénierie bancaire, financière qui accompagne ça. On est en train de l'aider auprès des conseillers depuis. ProCivis Lab proposait déjà des mesures et celles qu'il a évoquées faisaient partie de nos propositions. On avait repris les leurs parce qu'on est totalement solidaires de la nécessité d'une industrie bancaire qui accompagne le projet. Ça, c'est fondamental. Et on a besoin de, comme tu l'as dit, ce savoir-faire qu'ils avaient, et qu'ils ne doivent pas perdre. C'est fondamental. Un PTZ avec des débits individuels, ça serait tellement bien s'ils pouvaient nous le sortir et le développer surtout. Alors, 1, le diagnostic énergétique, 2, l'accord de l'ANA, 3, les modes de financement. Et puis, on souhaite, parce qu'on a aussi une menace, si le vote par correspondance, on aimerait bien que le niveau de vote en Assemblée générale soit à l'article 24 et pas à l'article 25 plus passerelle,
Parce que quand vous êtes aujourd'hui dans un vote par correspondance, les niveaux de majorité, les doubles votes, etc., c'est compliqué. Et puis surtout, on peut avoir trop de motifs de précaution. Il vaut mieux passer directement à des majorités qui soient incitatives, en tout cas qui soient facilitantes de la réalisation de ces projets. Ça, c'est un point important. Évidemment, il y a toute une autre série d'éléments complexes que je ne vais pas redétailler là, mais les professionnels, sur une aide de 30% ferme sur la totalité des travaux, s'il y a de la rénovation énergétique et une accélération des processus, nous disent on peut y arriver. Qu'effectivement, ils pourraient se mobiliser. Il y a des outils qui plus est de transmission, parce qu'il y a deux clients, le syndic et le copropriétaire. Cet animateur de la copropriété qui est le syndic, qui va la gérer 20 ans. C'est quand même quelque chose qui est fondamentalement important à mobiliser. Il doit être lui aussi le moteur de le copropriétaire et l'aide. Ce syndic a un rôle fondamental dans cette diffusion. Il y a deux programmes, il y a notamment à la FNIM des programmes de formation en ce moment avec CoproVert, à l'UNIS, des programmes de formation aussi, d'accompagnement des syndics. Et ils disent, mais on peut mettre nos outils, on peut mettre notre énergie pour avoir un déploiement de dispositifs de cette importance. Si les pouvoirs publics font le geste, eux sont prêts à se mettre en mouvement, à mouiller le maillot et à y aller. Et je pense qu'à l'arrivée, on peut être gagnant. En tout cas, ça peut être la première marche pour le 2028 que l'on craint tant. Si on ne fait rien maintenant, il ne sera pas au rendez-vous. Très clair. José, merci beaucoup. D'abord, on a dépassé l'heure, mais encore une fois, il y avait beaucoup de contenu. Je voudrais passer la parole aux deux représentants de l'institution qui nous accueillent, qui pilotent ce cercle avec moi. C'est Benjamin et c'est François-Emmanuel Borel, qui auront le mot de la fin. Moi, je voudrais déjà en leur nom et en mon nom vous remercier tous, remercier Geoffrey Davrinche pour Axéo. Il aura entendu des choses qui vont lui faire plaisir. On voudrait que ces outils de diagnostic soient plus aisément votés, décidés par le conseil syndical. Alain David pour son franc-parler. Voilà, les prêteurs ne s'exprime pas beaucoup sur le financement de la rénovation énergétique. Lui le fait, il connaît son sujet. Pierre Otus aussi pour la clarté de son propos. José à l'instant, Franck Morin qui nous a évité d'oublier cette très grande partie du parc que sont les maisons individuelles avec des propos très clairs. Et Philippe Pelletier qui nous a quittés il y a quelques minutes. Benjamin, François-Emmanuel, à vous pour le mot de la fin. Je vais peut-être commencer. Je suis très heureux de voir qu'en tout cas, tous les professionnels sont prêts. Ils sont les starting blocks. On a bien senti que l'ingénierie financière l'était aussi. Il ne reste plus qu'au pouvoir public de bien entendre le sens de la Convention citoyenne, de ce qu'attendent les Français et de consacrer les moyens nécessaires à relancer l'activité et à la développer en ayant embarqué, puisque c'est la terminologie qu'il faut utiliser, au-delà même des travaux de rénovation, on va dire, habituels, ceux de rénovation énergétique. Donc je pense que désormais, tout est entre les mains de notre nouvelle ministre. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais dire. Merci beaucoup. Tiens, Benjamin, j'intercale une question qui va très bien pour un syndic, même si les autres intervenants pourraient avoir un avis. On n'a pas parlé de la surélévation. Alors, c'est vrai que José nous parlait de moyens de financement à court terme. La surélévation, c'est un processus, une décision, etc. Quand on est un gestionnaire du parc existant dans une grande ville, tu es un syndic parisien, on réagit comment à ce moyen aussi de financer la rénovation embarquée? Et puis, ton propos de conclusion, comme tu le voulais. Mais je voulais qu'on n'oublie pas d'évoquer la surélévation. C'est pour moi ou pour François-Emmanuel? C'est pour celui qui veut. C'était pour toi parce que tu venais à l'écran, mais ça peut être François-Emmanuel s'il le veut. Alors, on avait envisagé la surélévation, bien évidemment. De toute façon, d'ailleurs, j'ai oublié un petit mot pour Rénovactif, qui est un des programmes de la Fédération française du bâtiment, la FFB Grand Paris, qui accompagne les professionnels en ayant une offre cumulée de plusieurs prestataires qui réfléchissent
au-delà même dans le cadre de la rénovation énergétique, à tous les travaux de ventilation, de structure, tous ceux qui sont associés à ces rénovations. Et bien évidemment, la surélévation est un sujet. Les majorités ont été améliorées et nous sommes très partisans à ce qu'elles puissent avoir lieu. Les freins que l'on constate très concrètement actuellement dans les prises de décision, c'est le fait de fédérer l'ensemble des copropriétaires tout de même sur le projet qui est un projet d'ampleur, mais aussi des autorisations de la mairie. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de surélévation, par exemple, en angle de rue. Il y a quelques contraintes qui font qu'actuellement, la mairie n'est pas très ouverte à des opérations d'ampleur. Et je parle pour Paris, bien évidemment. Mais nous sommes très favorables. Et de toute façon, dans tous ces types d'opérations, il y a nécessairement rénovation énergétique concomitante. Tout à fait. Allez, Benjamin, c'est vraiment le mot de la fin. Au nom de l'UNIS et du cercle, je voudrais remercier tous les intervenants. On a clairement fait avancer le débat aujourd'hui sur la question en salle. Tous les professionnels ils sont évidemment favorables. Moi, j'aurais un petit regret, c'est qu'on manque de data, on manque de chiffres. Et aujourd'hui, pour justifier les travaux à faire, il faudrait qu'on fasse preuve de réalisme dans les dépenses à réaliser, dans les travaux à réaliser. Et donc, si on avait des exemples chiffrés, je pense que ça ferait réaliser aux millions de Français la marche à gravir pour finalement arriver aux objectifs que nous fixons. Et pour moi, c'est très important. Un dernier point, on parle de responsabiliser les diagnostiqueurs. Je pense aussi que ça aura un prix. Plus on leur remettra de responsabilité, puisque le résultat de leur travail, ils deviendront responsables de la réalisation d'une vente ou pas. Et en conséquence de quoi, je pense que le prix de la prestation risque d'augmenter. C'est peut-être un détail, mais plus on les additionne et plus ça augmente le coût à la fin. En tout cas, merci à tous et je vous donne rendez-vous maintenant en septembre pour la prochaine conférence des cercles des managers de l'immobilier. Avec le 1er septembre, relâche au mois d'août, tant mieux pour ceux qui partiront en vacances. Le 1er septembre, on sera tous au rendez-vous.